Bah, pour commencer, il y a des gens qui connaissent pas Olivier. Si vous voulez bien, vous pouvez vous présenter. Donc Olivier Mouradian, je m'occupe de Bugine Export et eh bien je travaille depuis pratiquement toute ma vie dans ce qu'on appelle le back-office international. J'ai travaillé que ce soit en banque pour les plus grandes banques un peu partout dans le monde ou au sein de grandes entreprises comme Air Liquide, le groupe Emerson en Angleterre au siège social. Pour Arjo Wiggins Appleton aussi. Et donc, mon métier, c'est d'aider les entreprises dans leurs opérations import-export au niveau administratif, au niveau financier, au niveau des aspects juridiques, mais au niveau aussi de la documentation import-export. C'est aussi de les aider pour les grands contrats internationaux, donc par exemple la construction d'un aéroport, je sais pas, en Chine, une autoroute en Amérique latine. Mon travail consiste à aider ces entreprises à gérer un peu tous les risques opérationnels qu'ils peuvent rencontrer, à les aider à les comprendre et à leur proposer des solutions pour justement éviter de se retrouver dans des situations très très compliquées. Et puis aujourd'hui, ce métier a un peu évolué puisque ce qui était l'international hier avec la mondialisation, eh bien, ça devient, on a des marchés un peu domestiques puisque aujourd'hui on a l'Union européenne, on a tout un tas d'autres, on a le NAFTA aux États-Unis qu'on appelle aussi ALENA en français. Donc on a tout un tas de grands ensembles comme ça et de grands accords internationaux qui fait que parfois ça facilite les échanges, parfois ça les complique aussi. Et puis en même temps, on a aussi une petite résurgence d'isolationnisme et de protectionnisme américain avec Donald Trump, mais qui commence aussi à prendre sa source au niveau des pays de l'Est. La Russie aussi commence à s'y mettre. Et je crois que la crise du coronavirus commence à poser aussi un certain nombre de questions, notamment au niveau des approvisionnements. Je crois d'ailleurs que ça va être les questions suivantes. Et donc, il faut effectivement toujours se pencher sur ce genre de questions. Donc, ce que l'on fait, on aide les entreprises aussi bien au niveau local qu'au niveau international, que ce soit pour les aspects financiers, les aspects logistiques, les aspects douaniers, etc., les contrats, toutes ces choses, les paiements, le risque de change, etc. Mais le sujet étant extrêmement vague, aujourd'hui, on va se contenter de parler plutôt des risques de rupture de contrat de la part de votre client ou vous-même en tant que client vis-à-vis de vos fournisseurs. Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'il y a des risques d'interruption de marché, etc. On va parler aussi des matières premières. On va parler aussi des containers, etc. Donc, on va se focaliser plutôt sur quelque chose de plus court. Et pour ceux qui sont intéressés par le webinar, eh bien, on fera un prochain webinar sur les financements, les préfinancements, la facturage, etc. Enfin, tous ces aspects-là, les crédits documentaires et autres. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à Constance ou à Félix et ils vous inviteront pour les prochains webinars. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Au vu de la situation internationale, comment faire dans le cas où mes contrats sont rompus? Oui, aujourd'hui, on a une situation qui est compliquée. Ce que je vais vous dire, c'est pas très très positif. On a une situation qui déjà est pas facile, mais on a une situation à venir qui va être encore pire. Pour autant, il faut pas se bloquer et se dire oh là là, tout va mal. C'est pas parce que la situation risque d'être très très noire qu'il n'y a pas de solution. Au contraire, il y a des solutions. Et comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux, un homme préparé en vaut quatre. Donc un homme qui est averti et préparé, il en vaut 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se prépare bien, quelle que soit la situation, on pourra l'affronter avec calme et passer au travers des gouttes, si vous voulez. La situation, quelle est-elle? Et avant de répondre, je vais vous expliquer un peu la situation. Avant la crise du coronavirus, on était déjà en état de récession mondiale.
il y avait déjà une crise, il y avait des surstocks un peu partout. Et avant le coronavirus, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y avait le Nouvel An chinois, donc les entreprises qui étaient déjà en état, qui avaient du stock, etc. Mais comme il y a le Nouvel An chinois, les entreprises surstockent pendant le Nouvel An chinois, puisque tous les salariés chinois rentrent chez eux dans leur province, à l'intérieur du pays. La production se fait sur les zones côtières. Et donc, ils ont tendance à surstocker pour être prêts à envoyer de la marchandise si besoin est, et alors que leur production est arrêtée. Et donc, on avait déjà un phénomène d'absence de demande, ou en tout cas de demande extrêmement réduite, de surstock un petit peu partout, et ce qui va nous amener après au problème de matières premières et de containers. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec, en plus, le monde qui est pratiquement à l'arrêt, puisqu'une partie des pays sont confinés. Et donc, quand on est confiné, on ne peut pas travailler. Donc, les entreprises, pour nous ici en Espagne, ça a été pareil en France ou en Italie ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui commencent à confiner aussi un peu. Donc, dès l'instant où on est confiné, on arrête les entreprises, voire même on a ordre par le gouvernement d'arrêter une entreprise. Si vous êtes un restaurateur ou un hôtel, etc., vous avez eu ordre d'arrêter et de fermer votre entreprise. Et donc forcément, les commandes que vous avez passées avant le coronavirus, eh bien, elles vont vous embêter. Vous n'allez pas vouloir les prendre. Donc, si votre client vous dit, moi, je ne veux plus votre marchandise, eh bien, les choses vont commencer à être compliquées. Et alors là, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire du copier-coller ou d'écouter Pierre-Paul Jacques qui vont vous donner des solutions toutes faites, qui vont vous dire, ah ben, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à Faucon. Vous savez, les fameux, il n'y a qu'à Faucon. Eh bien, non. Une solution à l'international, c'est une solution qui s'étudie au sur-mesure. On ne peut pas reproduire une solution comme ça de manière en faisant du copier-coller. Et donc, il faut à chaque fois prendre en compte tous les paramètres qui constituent votre entreprise, votre contrat, la taille de votre entreprise, la taille de votre client, etc. Et donc, ce qu'on va faire, et c'est le travail de Buzine Export, on va passer plusieurs heures avec vous pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de votre contrat. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais un petit aparté. Le premier entretien est toujours gratuit et on passe 2 heures ou 3 heures avec vous en toute confidentialité pour comprendre tout ce qui se passe, qui sont vos fournisseurs, qui sont vos clients, quels sont les flux, dans quel pays vous travaillez, avec quelle devise, etc. Donc, voilà. Et donc, imaginez que si votre client, quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, mon client décide d'arrêter et de ne pas prendre possession de la marchandise ou décide de rompre le contrat, je n'ai pas de solution toute faite à lui donner. Je vais étudier ce qui se passe et à partir de là, il y a plusieurs solutions possibles, mais il n'y en aura qu'une qui conviendra à la situation. Donc, il y a des grands principes qu'on va regarder. D'abord, le premier principe, c'est est-ce qu'il s'agit de marchandises, est-ce qu'il s'agit de services, est-ce qu'il s'agit d'un produit fini, est-ce qu'il s'agit de matières premières. Donc, tout ça, ça va aussi avoir des incidences. Ensuite, on va regarder si c'est une vente ponctuelle, c'est une seule et unique fois que vous allez vendre un produit ou un service à votre client, ou si c'est un contrat récurrent que vous avez avec ce client-là, et donc qui est un contrat peut-être sur 6 mois, 1 an ou plusieurs années. Donc là, les choses changent effectivement entre le contrat unique et puis un contrat qui s'étend dans le temps. Et puis, il va y avoir aussi des aspects. Est-ce que vous avez une clause de force majeure dans votre contrat? Est-ce que vous avez une clause de révision de prix? Ce sont aussi des points qui sont extrêmement importants. Est-ce que votre client est la taille de votre client est beaucoup plus importante que la vôtre, donc le rapport de force, ou est-ce que c'est l'inverse? Donc ça aussi, ça va jouer sur vos relations avec ce client. Et puis, il y a aussi d'autres notions, comme de savoir à quel nom voyagent les marchandises. Et ça nous amène à l'Incoterm. Donc, Incoterm, c'est-à-dire International Commercial Terms. Et donc, l'Incoterm va définir les obligations du vendeur
et de l'acheteur en matière de déclaration douanière, en matière d'assurance, en matière de transport, mais aussi en matière de transfert de possession de la marchandise. Et attention, le transfert de possession de marchandise, ce n'est pas le transfert de propriété. Vous pouvez toujours rester propriétaire de la marchandise, mais vous avez transféré la possession de votre marchandise à votre client. Et alors, aujourd'hui, et c'est l'un des objets de notre webinaire, c'est qu'on a des clients qui nous appellent, ou enfin pas des clients, mais plutôt des prospects qui nous appellent affolés en nous disant j'ai vu que vous étiez spécialiste du commerce international. Voilà, moi j'ai envoyé de la marchandise à mon client, il ne veut pas en prendre possession, je ne sais pas comment faire, mais en tout cas, je ne peux même pas récupérer ma marchandise parce que ma marchandise, elle est au nom de mon client. Et donc, le transporteur ne veut pas me donner la marchandise. J'ai beau lui dire que je suis le propriétaire, il ne veut pas me donner ma marchandise. Donc là, on se retrouve dans des aspects très complexes et ce n'est pas qu'à l'international. Si vous avez envoyé de la marchandise de Barcelone à Madrid et qu'elle a voyagé au nom de votre client, vous ne pouvez pas la récupérer. Il faut l'accord de votre client pour la récupérer. Et donc, vous comprenez dès lors que la solution toute faite, elle n'existe pas. Il va falloir étudier tous ces aspects-là et je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une négociation avec votre client? Est-ce que vous êtes garanti vous-même? Est-ce que, par exemple, les clients de Buzine Export, eux, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils ont des garanties. Donc, ils ont des garanties contre les interruptions de marché, ils ont des garanties de paiement, etc. Donc, le client Buzine Export, il est tranquille. Ceux qui viennent nous voir aujourd'hui, ils ne sont pas des clients, mais ce sont des gens qui arrivent avec des problématiques qu'on ne connaît pas. Et donc, on leur dit, bon, on en est où? Si c'est une fois ponctuel et que votre client est un gros client et que vous êtes un petit fournisseur, le risque qu'il soit prêt à aller au clash avec vous, il est énorme. D'une manière ou d'une autre, il va falloir réfléchir à quels sont les impacts de cette commande sur votre trésorerie, sur votre entreprise, sur les résultats de votre entreprise. Et s'il vaut mieux ne pas négocier avec le client soit une ristourne ou s'il faut, à la limite, essayer de récupérer à l'amiable la marchandise si elle voyage au nom de votre client et essayer de la revendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une solution qu'il faut étudier très très en détail et il ne faut surtout pas laisser la situation pourrir. C'est jamais bon. D'abord parce que si votre marchandise elle n'a pas été prise en charge par votre client, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle des surestarismes, donc ce sont des frais de port, etc., de gardiennage et autres. Ça paraît pas très cher parce que c'est au jour le jour, mais multiplié par le nombre de jours, à ce moment-là, ça commence à devenir très très cher. Et donc, il faut faire très attention à ça et surtout pas laisser pourrir la situation.